Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, très honoré de présider cette première table ronde à l'issue de la signature de cet institut. Nous allons procéder de la façon suivante. Il y aura 3 interventions qui dureront environ 20 à 25 minutes chacune d'entre elles, à l'issue desquelles vous ne manquerez pas de me poser des questions, de poser des questions pour les ministres en l'occurrence. Je voudrais faire un petit préambule qui a déjà été largement, comment dirais-je, annoncé par mon grand collègue et ami, le professeur Cartapanis tout à l'heure, qui a évoqué Fernand Braudel. Au risque de le paraphraser par certains côtés, je voudrais revenir sur cela, dans la mesure où quand on regarde à la fois le programme de cette journée et singulièrement le programme de cette table ronde, on s'aperçoit à quel point il y a plus qu'un dénominateur commun sur ce qui fut la thèse de Fernand Braudel, Philippe II et la Méditerranée, exactement finalement la Méditerranée à l'époque de Philippe II. Et ce que vous a rappelé André tout à l'heure paraît notamment signifiant sur la traduction institutionnelle que doit constituer la FMES et en l'occurrence finalement cet institut, comme la traduction concrète et a fortiori académique de cette pensée. Et cette pensée, on peut la traduire par ce qui est au fondement même de l'école des Annales, d'ailleurs, et en ce sens, Fernand Braudel était bien l'élève de Marc Bloch, c'est-à-dire la distinction que André a opérée tout à l'heure, et sur laquelle je vais revenir, entre 3 niveaux d'histoire. Le premier niveau d'histoire, qu'il appelle l'histoire permanente, c'est celle qui renvoie à la géographie. Et la géographie ici, eh bien, c'est la Méditerranée, c'est ce que nous appelons aussi le préfet maritime. Et une géographie très singulière du point de vue de l'histoire, c'est ce qu'a rappelé Xavier Leroux, puisque en tant que médiéviste, il nous rappelait que la définition des conflits et des tensions était déjà à l'époque à peu près les mêmes, selon les mêmes termes et selon les mêmes modalités que les conflits auxquels, le cas échéant, nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est donc du ressort là de la géographie. Le deuxième niveau, si je me rappelle bien, c'est celui de l'histoire que Fernand Braudel appelait structurale ou de longue durée, qui nous est chère à nous économistes, puisque c'est là où il aborde la notion de rythme économique, et c'est là aussi où il aborde les notions d'échange, qui ne sont pas exclusivement économiques, qui sont également de nature sociale, anthropologique et autres. Et ce temps structural, c'est celui qui permet précisément de mesurer à la fois le déclin, les rapports de force, les échanges entre les empires. Alors, sous Philippe II, c'était l'empire turc et principalement l'empire espagnol, mais on voit très bien au jour d'aujourd'hui que les conflits, les rapports de force qui sont instaurés entre les pays résultent également de ce temps que Fernand Braudel appelait le temps long, le temps des rythmes qui, encore une fois, ne sont pas caractérisés par l'exclusivité de l'économie. Et notamment par les institutions, notamment également par les printemps arabes. C'est un des objets, finalement, de cette table ronde. Et le dernier niveau, qu'a rappelé aussi André, c'était le niveau de l'événementiel, celui qui est à hauteur d'homme, celui qui s'inscrit dans l'histoire des trajectoires personnelles. Et on ne peut y voir qu'un lien particulièrement évident au jour d'aujourd'hui à travers les flux migratoires, et en particulier les problèmes de migrants, d'émigration, etc. Et sur ce temps-là, finalement, c'est un véritable temps aussi de géopolitique. Ce sont ces 3 temps qui caractérisent le dénominateur commun des 3 interventions de ce matin, qui caractérisent aussi, j'anticipe, également le dénominateur commun des 3 interventions de cet après-midi. Donc j'ai déjà été long, je laisse la parole plus exactement, à mon éminente collègue, qui est directrice de recherche au CNRS, Madame Karima Derej. Je ne sais pas si vous voulez celui-ci ou celui-ci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici et de participer donc à l'inauguration et au lancement de cet observatoire. Dans cette première session, en fait, qui est consacrée aux mobilités et aux rapports de force en Méditerranée, je vous propose quelques éléments de réflexion à propos de ce qu'on a appelé les printemps arabes de 2011, ces contestations qui ont fait tomber des dictatures solidement arrivées et qui ont remis en question les pactes internes aux sociétés donc, de la rive sud de la Méditerranée. Juste un mot de ce qui se passe actuellement. Ça fait début 2019, nous a réservé des surprises divines avec l'Algérie et le Soudan. Personne s'y attendait. Ce sont des pays qui, de l'extérieur, ne permettaient absolument pas de percevoir les germes de la contestation et encore moins les dynamiques souterraines et profondes qui ont transformé
ces sociétés en 3 décennies. L'automne 2019 nous inspire par contre d'autres réflexions un peu plus malheureuses, avec les contestations qui ont été réactivées en Irak et en Égypte et qui ont été réprimées de la façon que vous savez. Et on se pose la question justement si ces contestations de 2019 viennent clôturer le cycle donc, de ce qu'on appelait les révolutions arabes en 2011, ou peut-être sont-elles en train d'inaugurer un autre cycle avec un mode opératoire quelque peu différent. Alors, on revient à 2011. 2011, la région Moyen-Orient et nord de l'Afrique a été submergée par une vague sans précédent de manifestations populaires en faveur de réformes. Comme vous le savez, le mouvement a démarré en Tunisie en décembre 2010 par l'immolation par le feu d'un jeune chômeur dans la ville de Sidi Bouzid, dans le sud de la Tunisie. Et cette vague de colère aura en moins de 6 mois renversé l'échiquier politique de la rive sud de la Méditerranée. Une véritable lame de fond qui a balayé des dirigeants autoritaires installés de longue date au pouvoir, Hosni Moubarak en Égypte, Ben Ali en Tunisie, en un temps très court et avec une déconcertante facilité. En ce qui concerne Ben Ali, 28 jours ont suffi pour faire tomber un pouvoir qui était solidement installé avec le soutien également des puissances étrangères depuis 23 ans. Et Kadhafi est mort au combat 8 mois après donc, le soulèvement en Libye. Ces contestations sont comment je dirais, rythmées par 2 injonctions. La première injonction, c'est celle que les populations scandent dans la rue, jeunes et moins jeunes, qui est « le peuple souhaite la chute du régime ». Deuxième slogan, alors là c'est plus intéressant, c'est « dégage ». Et en français, ça avait démarré en Tunisie et ça a été repris par les révolutionnaires dans toutes les capitales du monde arabe. Alors si je peux me permettre juste, c'est peut-être pas très sérieux de faire une blague comme ça quand on fait une contribution pour le lancement de l'observatoire, mais elle en dit long sur la fluidité des concepts et la circulation en fait des modèles contestataires à propos du terme dégage. En 2011, Nicolas Sarkozy, c'est une blague, moi, donc, est président de la République et puis longtemps une clameur en bas de l'Élysée, une clameur très forte et avec des choses qui sont dites, qui demandent à son conseiller, mais que disent-ils donc? Et donc, un des conseillers du président lui dit, Monsieur le Président, on dit, c'est le mot dégage. Et Nicolas Sarkozy dit, ah, mais je ne comprends pas l'arabe. Donc, c'est réellement ça, c'est-à-dire la question de la circulation et la fluidité des mots contestateurs sont intéressantes. Et ce mot est quand même très important, ce slogan qu'on retrouve partout, qui a été traduit par la suite en arabe, de dégage, c'est le mot, mais voilà, je termine. En fait, de ce qu'on a appelé l'effet domino, c'est-à-dire de Tunis à Tripoli, à Damas, le Caire, Bahreïn, Sanaa et autres, il y a des points communs et des convergences dans les modes de contestation, et c'est de ça dont je voudrais peut-être dire quelques mots. Le premier point commun, ce serait la jeunesse. La jeunesse, c'est vraiment le moteur des soulèvements démocratiques arabes. Le monde de la rive sud de la Méditerranée n'est pas qu'arabe, parce qu'il n'est pas tout simplement arabe, il est aussi berbère, il est aussi turc, il est aussi kurde. Ce monde se caractérise par une extrême jeunesse de sa population. Théoriquement, une population jeune pour un pays, c'est plutôt une fenêtre d'opportunité. Certains démographes parlent de cadeau démographique pour souligner le lien entre force de travail disponible, éduquée, productive et développement économique. Mais ça, c'est la théorie. La réalité, elle est tout autre. Les jeunes de l'autre côté de la Méditerranée, dont les taux de scolarisation et d'éducation ont connu un bond spectaculaire ces 30 dernières années, sont confrontés à des taux de chômage alarmants, l'estimation moyenne, un peu, je dirais, comme ça à la bouche, est de 40% pour l'ensemble des jeunes, et 30% pour les jeunes diplômés. Et les femmes, dans les 2 cas, se trouvent doublement pénalisées. Je rappelle que dans les universités maghrébines, Maroc, Algérie, Tunisie, 70% des étudiants sont des étudiantes, toutes filières de formation et d'études supérieures confondues. Et ce sont elles qui ont, je dirais, qui monopolisent les parcours diplômants, et ce sont elles aussi qui se retrouvent au premier poste justement du chômage.
Alors, plusieurs facteurs pour expliquer cet état de fait. Hein. On pourrait dire mauvaise qualité du système éducatif, des économies peu diversifiées, peu intégrées régionalement, des régimes politiques prédateurs, sur lesquels je reviendrai un peu tout à l'heure, un secteur privé anémié, un secteur public pléthorique dont la capacité d'absorption est largement atteinte. En fait, bref, une inadéquation qui est absolument criante entre l'offre et la demande des jeunes dans la population active. Et les régimes de croissance des pays de la région excluent une grande partie de la jeunesse du marché du travail, lui confisquent sa dignité et l'empêchent de se projeter dans l'avenir. Et ce n'est pas un hasard que si les trois slogans les plus scandés dans les places de Tunis et du Caire, en plus de dégage, c'est liberté, dignité, travail. Donc on a une jeunesse de plus en plus éduquée, largement urbanisée, connectée au monde extérieur, à tel point que quand les révolutions ont éclaté, on a même parlé de cyberdissidence. Donc on a toute une littérature en sociologie politique sur cette question-là de cyberdissidence sur laquelle on pourrait revenir, et qui a permis justement à ce que ces soulèvements soient pilotés, je dirais, on l'a dit, de manière spontanée, de façon horizontale, etc. Donc c'est bien plus compliqué que ça, mais en tout cas sans leadership et sans encadrement politique idéologique. Et cette jeunesse, c'est là où j'aimerais arriver à mon deuxième point de convergence, c'est une jeunesse qui ne se reconnaît absolument pas du tout dans ces élites, et pour cause. Puisque nous avons affaire dans le sud de la Méditerranée à des régimes politiques dont les gouvernants sont en décalage dramatique avec les mutations de leur société qui, elles, aspirent, pour les raisons que je viens d'évoquer et pour d'autres également, à des régimes démocratiques. Globalement, les régimes des pays de la rive sud sont autoritaires, oligarchiques. Pour se maintenir, ils multiplient les services de police, des États policiers qui s'associent au milieu affairiste, avec des libertés limitées, une corruption particulièrement développée, donc, tout comme les détournements des fonds publics. Je terminerai ma communication tout à l'heure avec l'exemple tunisien et algérien, parce qu'ils sont particulièrement démonstratifs de cet état de fait. On a eu des chefs d'État très souvent âgés, mais bon, il y en a quelques-uns qui sont partis et qu'on a poussé à la porte, mais qui pratiquent un népotisme et une inclinaison à la transmission héréditaire du pouvoir, y compris dans les régimes de type républicain. Voilà, autant de facteurs susceptibles d'exaspérer des populations et qui ont abouti aux troubles que nous connaissons. Le troisième point de convergence, c'est bien évidemment les aspects socio-économiques, puisque je parlais tout à l'heure du taux extrêmement important de chômage qui touche la région, et particulièrement donc ces jeunes adultes qui sont les plus touchés. 90% des chômeurs ont entre 15 et 29 ans, et le taux de chômage sur classe d'âge varie entre 20 et 25% dans la région. Les difficultés économiques des pays arabes qui ont été causées également, bon, là aussi, il y a pas mal d'analyses et de lectures sur cette question-là, qui ont été pas mal causées également par la crise économique de 2008, sont aussi un des facteurs clés des révolutions qui ont eu lieu, et ces économies ont été durement touchées par de multiples facteurs, la baisse des ressources de ces pays, la chute du prix des matières premières, une conjoncture défavorable qui a tari les sources de financement. Bon, on a toute une série de choses. Les amis économistes et mes collègues qui ont des choses bien plus intéressantes que moi sur cette question-là. En tout cas, ce qu'on a, c'est qu'on a des économies fragiles qui ont été encore affaiblies par les révoltes. Je vois bien, pour la Tunisie notamment, après 2011, on se retrouve dans une situation économique absolument catastrophique, où justement on en arrive juste à imaginer que finalement le temps de Ben Ali était un temps béni sur le plan économique et qui assurait du moins le plein emploi. Bon, ça aussi c'est un modèle un peu mythique qu'il faudra aussi déconstruire. Alors, je n'évoquerai pas le destin des révolutions arabes, parce que Thomas Curé, à côté, en parlera. Comme vous le savez, seul un pays, la Tunisie, a été le rescapé du naufrage de ces mobilisations qui avaient laissé espérer un temps tourner la page des autoritarismes post-indépendants et surtout espérer un autre destin pour les sociétés concernées.
Les reprises en main autoritaires se sont accompagnées de répression d'une très grande violence, et les tragédies syriennes, libyennes et yéménites laissent un goût amer de ces révolutions et ont fait basculer les équilibres géopolitiques. Nous avons des générations sacrifiées et des pays qui sont encore des champs de bataille. Alors, si vous permettez, je m'arrête 3 minutes sur l'exemple algérien. Je disais tout à l'heure que l'exemple algérien en est presque un cas d'école. Comme vous le savez, depuis le 22 février dernier, une mobilisation citoyenne d'une ampleur inattendue de plusieurs milliers d'Algériens battent le pavé tous les vendredis sur l'ensemble du territoire national. Et s'affrontent à une gérontocratie au pouvoir installée depuis 20 ans et souligne le décalage entre une société qui a évolué tout azimut et un système politique totalement obsolète qui, dans un entêtement autiste, persiste et signe dans un rapport de force qui ne mène nulle part. Cette mobilisation populaire, alors je rappelle, donc depuis aujourd'hui c'est le 34e vendredi de mobilisation et on a quelque chose d'absolument tout à fait inédit comme mode opératoire, c'est qu'on a donc des dizaines de milliers, de millions d'individus qui sortent tous les vendredis. C'est réglé comme du papier à musique, en fait une espèce de ce que j'appelle une chorégraphie contestataire. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, dans les bastions de conservatisme politique les plus forts depuis l'indépendance, ces Algériens sont sortis dans un premier temps effectivement pour réclamer, pour s'indigner de la proclamation du 5e mandat du président Bouteflika, et depuis la revendication se complexifie, se texturise de façon extrêmement politique. Et on est aujourd'hui à une demande justement de nouvelle constitution et de deuxième république. C'est une manifestation sans leadership, pacifiste, et qui n'est pas simplement une révolte contre les conditions de vie devenues inacceptables. Au contraire, les Algériens aujourd'hui vivent mieux, bien mieux depuis 20 ans, puisqu'ils ont pu bénéficier de ce que les économistes appellent du ruissellement, c'est-à-dire de ce que l'État a bien voulu accorder comme miette de la rente pétrolière. Donc, tous exactement ne sont pas les conditions de vie qui sont inacceptables. C'est un mouvement qui s'est réapproprié l'espace public dans un véritable, je dirais, réenchantement politique et qui fait des rues du pays le théâtre de la vie collective et politique par les citoyens qui revisitent leur histoire et surtout qui se réapproprient l'action politique qui leur a été confisquée depuis maintenant presque 60 ans. Et on a aujourd'hui un face-à-face totalement inédit entre les Algériens et l'armée algérienne, qu'on appelle l'État profond, qui s'expose ainsi depuis la première fois, depuis 1962, dans un face-à-face, puisque jusqu'à présent l'armée, on ne la voyait absolument pas sur le terrain politique, puisqu'elle était toujours derrière un pouvoir dit civil, puisque depuis l'indépendance, elle fait et elle défait les présidents qui se sont succédés depuis donc 6 décennies maintenant. Donc, nous avons un bras de fer entre des dirigeants qui veulent imposer une sortie de crise avec l'organisation d'élections présidentielles pour présenter à l'international un président sans se soucier de la question de légitimité populaire et des acteurs sociaux qui, eux, exigent l'instauration d'une instance indépendante, donc pour une nouvelle constitution, parce que, estimant que organiser des élections présidentielles adossées sur une constitution qui a légitimé et validé donc, des pratiques autoritaires et un gouvernement autoritaire, c'est absolument pas pensable et c'est le b.a.-ba en fait de la réflexion politique. Alors, on en est là. Et c'est vrai que cette voie pacifique adoptée par les manifestants semble faire perdre tous ses moyens au pouvoir militaire. Et c'est en ce sens que, je dirais, le décalage est absolument incroyable, car depuis 1962, mais je ne suis pas la seule à le dire, mes collègues historiens et politistes le disent aussi, c'est en fait le même logiciel politique et discursif qui continue à gérer. Alors, entre guillemets, le pouvoir algérien a l'habitude de gérer, alors je dis entre guillemets, un Algérien pauvre, rural, peu éduqué, très sensible au discours nationaliste et au souvenir de la guerre d'indépendance, et de ces 1,5 million de morts, très sensible aussi à la menace permanente du chaos. Si l'armée n'est plus là, ça va être le chaos. Et c'est un
logiciel obsolète qui n'a pas pris en considération un peuple éduqué, jeune, largement urbanisé et qui veut un changement radical du système. Et ça fait penser à un panneau magnifique d'une des manifestations du mois d'avril, où un jeune brandit une banderole en disant « Vous avez affaire à une génération qui vous connaît bien et dont vous ne savez rien ». Donc aujourd'hui, la négociation n'a pas lieu, le nouveau contrat social n'est encore pas là du jeu. Je terminerai avec l'exemple tunisien, parce que nous sommes dans tout à fait autre chose, mais il est assez symptomatique justement de ce qui s'est passé pendant les révolutions de 2011. C'est contrairement à l'Algérie, la Tunisie s'est débarrassée de son dictateur, et donc la transition, elle, s'est opérée avec l'effondrement du pouvoir en place, et la transition a été organisée avec les opposants politiques de l'ancien régime et le concours des organisations de la société civile. On est dans une configuration complètement différente. Et 8 ans après la chute de Ben Ali, les difficultés économiques sont toujours aussi grandes. Chômage des jeunes, évaluation du dinar tunisien, inflation galopante, déclassement, paupérisation. En fait, aujourd'hui, par exemple, un jeune tunisien qui a un bac plus 4, un bac plus 5, s'il est francophone, sa seule chance de sortie, s'il a envie d'avoir un boulot, c'est de rentrer dans un call center en Tunisie, puisqu'on délocalise le call center, et il aura peut-être la chance de gagner 500 dinars, qui fait même pas 200 € par mois, en l'obligeant évidemment à changer son prénom, parce que ça couvre tout l'espace francophone de l'Europe. Et cette incapacité des gouvernements successifs à proposer des alternatives au modèle économique tunisien, qui ont été quand même les raisons, en partie les raisons qui ont poussé et mené à la chute de Ben Ali. Et donc, qu'avons-nous fait de notre révolution? Et au point, comme je le disais tout à l'heure, d'alimenter une nostalgie du temps de la dictature et de vanter la sécurité et le plein emploi de l'heure. Alors, je terminerai, si vous le permettez, par les élections présidentielles de dimanche dernier, qui a vu le triomphe d'un homme dont vous ne savez pas grand-chose, il y a encore 6 mois, et qui a alors balayé d'un revers de main l'échiquier politique et qui remet au centre de la campagne les fondamentaux, un ordre social juste, une économie saine débarrassée de ses germes de corruptibilité, des valeurs morales, nationales et identitaires, avec un homme, donc un juriste constitutionnaliste, un prof de droit, un collègue, de 61 ans, pour lesquels 90% des électeurs entre 18 et 25 ans ont voté et qui n'étaient absolument pas les chouchous des chancelleries européennes, qui le regardaient avec une certaine condescendance. Et je dis ça parce que je trouve ça un peu dramatique pour nos chancelleries qui sont de l'autre côté et qui n'arrivent pas justement à percevoir le pouls battant de ces sociétés et des enjeux qui s'y jouent. Ça, c'est une vraie... Peut-être que l'observatoire et les travaux d'observatoire permettraient peut-être aussi d'apporter quelques outils de compréhension à ça. Ce que je voulais dire, je termine en disant qu'à l'international, les sociétés de la rive sud de la Méditerranée sont des sociétés nouvelles qui émergent, qui ne correspondent pas à notre logiciel de lecture de l'autre côté de la rive, qui attendent de leurs élites politiques des offres sérieuses et qui attendent surtout à l'international une coopération qui a intégré leur nouvelle logiciel politique à eux et leurs attentes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On voit à quel point le contenu de votre communication renvoie bien à ce deuxième niveau historique modèle, c'est-à-dire évidemment l'histoire structurelle de longue durée. Et pour les apprentis économistes qui sont éventuellement dans cette salle, je vous renvoie parce que vous avez formidablement bien décrit, même si vous n'avez pas cité, je sais que vous le connaissez, ce sont des institutions extractives au sens assez beaucoup qui mesurent très très bien à la fois la genèse, la dynamique, quand il y a encore de la rente, si je peux dire, de ces systèmes-là, et ensuite leur dépérissement qui est souvent brutal parce qu'il résulte en définitive la plupart du temps d'un ras-le-bol généralisé d'une certaine manière, et en particulier de jeunesse. Merci beaucoup. Et en outre, vous avez totalement respecté finalement les contraintes horaires plutôt douées pour ça. Je cède la parole à mes collègues politistes, M. Thomas Pierret, qui va nous évoquer les crises en Méditerranée et qui est chargé de recherche au CNRS. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, on m'a demandé d'aborder en une vingtaine de minutes les conflits syriens et libyens. Je peux vous dire que quand je dois aborder ces conflits extrêmement complexes avec des étudiants, je prends en général quelques heures dans chacun des cas. Donc, je m'étais demandé ce que j'allais bien pouvoir vous dire en seulement 20 minutes. Et j'ai décidé de me concentrer sur 3 parallélismes. Donc, bien sûr, il y a de nombreuses spécificités
complexité dans chacun de ces conflits, en termes d'acteurs impliqués, en termes de force sur le terrain. Je ne vais pas évidemment pouvoir m'y attarder. Donc je vais mettre l'accent sur le fait qu'on observe dans ces deux conflits des trajectoires qui sont parallèles à au moins 3 niveaux. D'abord, la nature des régimes avant 2011, et dans le cas de la Syrie jusqu'à présent, donc le régime de Kadhafi en Libye, le régime d'Assad en Syrie, qui sont ce que j'appelle d'autres chercheurs des régimes sultaniens. Je vais expliquer ce que j'entends par là. Et l'argument que je ferai ici, c'est que la trajectoire de guerre civile de ces pays, que ces pays connaissent à partir de 2011, elle est très largement prédéterminée par la nature des régimes en place avant 2011. En deuxième aspect là, je vais monter au niveau international, donc l'environnement extérieur en termes de jeu de puissance, avec durant toute la dernière décennie un retrait américain, alors un retrait relatif bien sûr, mais un retrait néanmoins, et l'émergence d'une forme de multipolarité régionale, je dirais souvent pour le pire. Et troisièmement, plus au cours des 2-3 dernières années, une tentative de recentralisation. Donc on a eu des territoires extrêmement fragmentés par la guerre civile, surtout en série de recentralisation, mais une recentralisation par la force et je vais y insister, par la force extérieure. Ça n'est rendu possible que par l'afflux de ressources militaires étrangères. Et je terminerai sur une note pessimiste en disant que finalement on va se refermer un cercle vicieux. En fait, on reproduit des régimes, on les reproduit tels quels et on leur rend finalement la nature qui a été à l'origine de leur trajectoire de guerre civile et donc qui probablement ouvre sur des perspectives d'instabilité à long terme. Alors, je vais commencer sur ce que j'appelle la malédiction des régimes sultaniens. Parce que je pense qu'on observe une corrélation très forte entre la nature des régimes en place et les trajectoires de guerre civile dans le monde arabe. J'ai parlé de la Syrie, j'ai parlé de la Libye. On peut aussi parler du Yémen, un cas un peu particulier dont je n'ai pas le temps de parler, mais qui présente certains traits similaires à ceux de la Syrie et de la Libye, qui aussi bien sûr connaît une guerre civile depuis quelques années. On pourrait également parler de l'Irak. Alors je sais que l'Irak est un cas spécifique qui ne correspond pas à la chronologie du printemps arabe. Il y a eu l'invasion américaine en 2003. Mais je pense qu'on peut dire également que c'est un pays qui a connu un régime sultanien sous Saddam Hussein et qui était prédisposé à la guerre civile. Rappelez par exemple en 2011, on a un épisode qu'on appelle la révolte de la Charbania, qui, vu le nombre de morts et les destructions, pourrait aisément être qualifié d'épisode de guerre civile. Et il y en a eu d'autres. Bon, qu'est-ce que j'entends par sultanisme? Ce sont des régimes qui sont caractérisés par un degré de patrimonialisme extrême. Alors, le patrimonialisme, c'est-à-dire l'appropriation du bien public par le clan dirigeant, est un phénomène qu'on va rencontrer dans tous les régimes dictatoriaux, mais ici, il est extrêmement poussé. Bon, sa manifestation la plus spectaculaire, c'est la succession dynastique, à laquelle on a assisté notamment en Syrie, en 2000 avec l'arrivée au pouvoir de Bachar el-Assad, fils de l'ancien président Hafez el-Assad. Un culte de la personnalité qui, encore une fois, existe dans tous les régimes dictatoriaux, mais qui est ici poussé à un niveau presque délirant, c'est-à-dire on est presque dans une forme de déification du leader qui s'exprime avec des statuts, avec un discours, voilà, dont on n'a pas forcément d'équivalent dans des pays comme l'Égypte, la Tunisie ou l'Algérie. Et alors, je pense que ce qui est vraiment la caractéristique la plus distinctive, c'est ce que j'appelle le népotisme militaire. C'est-à-dire que le clan régnant nomme des membres de la famille, des frères, des cousins, des neveux, des oncles, à des positions clés dans l'appareil militaire, dans l'armée, dans les services de renseignement, dans les groupes paramilitaires. Et encore une fois, ça c'est un élément tout à fait essentiel, je vais y revenir, pour comprendre la trajectoire de ces pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver en Algérie, en Tunisie ou en Égypte. J'aurais pu parler aussi de la personnalisation de l'idéologie officielle. Je vous rappelle que l'idéologie officielle de la Libye, de Kadhafi, c'était le livre vert écrit par Kadhafi lui-même. Et même dans la Syrie bassiste, où là il y a une idéologie qui n'est pas produite par la famille Assad ou par Saddam Hussein en Irak, on a en fait toute une série de citations du leader suprême qu'on va retrouver dans les manuels scolaires et qui en fait sont un adjuvant, une partie en fait de l'idéologie officielle qui est produite par le leader lui-même.
Et alors, juste pour terminer cet exercice de définition de ce que j'entends par un régime sultanien, c'est qu'il n'a pas de légitimation traditionnelle. Parce que vous me direz que l'Arabie Saoudite aussi, c'est un cas où il y a une confusion entre la propriété privée de la famille régnante et le bien public. Il n'y a pas vraiment de différence entre l'État saoudien et la famille Saoud, c'est pour ça que d'ailleurs que le royaume porte son nom. La différence fondamentale, c'est qu'en Arabie Saoudite, c'est un patrimonialisme qui est assumé et qui est légitimé par une forme de légitimation traditionnelle qu'on ne va pas retrouver en Syrie ou en Irak ou en Libye, l'Irak de Saddam Hussein, j'entends, qui sont au contraire des régimes qui se sont présentés, au moins à une époque, comme étant à la pointe de la modernité politique, du progressisme dans le monde arabe. Alors d'où vient cette configuration sultanienne? Je dirais qu'elle vient d'un déséquilibre, une disproportion flagrante entre l'assise sociale et institutionnelle faible de ces régimes et des ressources coercitives surdimensionnées qui sont le produit de processus complexes, qui remontent à la colonisation, à la rente pétrolière, à ce qu'on a appelé également la rente stratégique, c'est-à-dire des aides étrangères, qu'elles soient soviétiques, émanant de pays du Golfe, de l'Iran, plus récemment dans le cas de la Syrie, qui sont liées au contexte géopolitique, par exemple la confrontation avec Israël. Et comme je le disais en introduction, je pense que ce sont des régimes qui sont, pour ces raisons, du fait de cette disproportion entre leur assise sociale et leurs ressources coercitives surdimensionnées, ont une propension à la guerre civile. D'abord, il y a un phénomène qui est flagrant en 2011, c'est-à-dire que si on a une divergence des trajectoires, c'est-à-dire si en Tunisie et en Égypte, puis plus récemment en Algérie, on a eu le même scénario, on a au moins dans un premier temps la mise en œuvre d'une transition. Alors, je ne vais pas entrer ici évidemment sur la question du résultat de cette transition, mais au moins elle commence parce qu'il y a, grosso modo, une stratégie du fusible, c'est-à-dire que l'armée se désolidarise du camp présidentiel, démet le président, éventuellement juge le président lui-même en Égypte ou l'un des membres de sa famille, comme en Algérie. Cette dissociation entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire, on ne la rencontre pas en Syrie et en Libye. Dans les deux cas, on a une partie substantielle de l'armée, du leadership de l'armée, qui est fidèle au clan présidentiel jusqu'à la mort, pour une raison très simple, c'est qu'elle en est issue directement. Je vous rappelle, en Syrie, la 4e division, qui est une des divisions d'élite, est commandée par le frère de Bachar el-Assad. La garde républicaine a été longtemps commandée par les cousins maternels de Bachar el-Assad. En Libye, la meilleure division de l'armée libyenne, la 32e division, était dirigée par le fils de Kadhafi. Il y a des dizaines de cas de ce type-là qui expliquent pourquoi le leadership de l'armée participe à la répression et ne peut se dissocier du clan présidentiel. Et je dirais même en amont, on constate que ce sont des régimes où il n'y a jamais de libéralisation politique. Ce que j'entends par là, c'est qu'en Égypte, dans les années 80, ou en Jordanie, à la même époque, dans les années 90, on a pas de transition démocratique, mais on a une libéralisation, c'est-à-dire une petite ouverture du jeu parlementaire, alors qui reste cadenassé, mais ça n'est pas non plus une farce complète. Le Maroc est un cas également de libéralisation, je dirais, sans transition démocratique complète. C'est un schéma qu'on ne retrouve pas du tout ni en Syrie, ni en Irak sous Saddam Hussein, ni en Libye. Il n'y a aucune ouverture du jeu politique. Et donc, pour les raisons que je viens d'expliquer, en 2011, il n'y a pas non plus de transition possible. L'appareil répressif est totalement loyal, en tout cas dans une très large mesure. Alors, il peut après se scinder, ce qui aussi est un facteur de guerre civile, mais je dirais que le noyau dur de cet appareil répressif reste loyal. Et alors, ajoutons à cela un dernier facteur, c'est que parce que ces régimes n'ont jamais libéralisé, ils ont complètement désertifié le champ politique. Ça, c'est aussi une grande différence avec, prenez l'Égypte de Moubarak, où on ne peut pas dire que le champ politique soit complètement désertifié. Alors, il est problématique, mais il y a des acteurs politiques et sociaux dont on ne va pas du tout trouver l'équivalent dans la Syrie des Assad ou la Libye de Kadhafi. Et le problème, c'est que si vous avez supprimé toute forme d'expression politique organisée, vous allez avoir une fois qu'on est entré dans ce contexte de guerre civile, des forces politiques qui vont émerger, qui sont issues
Alors souvent de la clandestinité, et la clandestinité dans dans ce contexte géographique et historique, c'est notamment les mouvements islamistes radicaux, ou des forces politiques ou militaro-politiques qui vont émerger autour d'identités primordiales, communautaires, régionales, notamment régionales en Syrie ou locales. Je passe maintenant à la dimension internationale du problème, qui est le retrait américain et l'émergence d'un contexte plus multipolaire. Alors ce retrait américain, on le voit déjà en Libye en 2011, puisque les Américains participent à l'opération contre Kadhafi, mais insistent qu'ils font du leading from behind, ils dirigent depuis l'arrière. Et puis par la suite, on remarquera que l'implication américaine en Libye est extrêmement faible. Pareillement en Syrie, on a ce que j'appellerais une implication à reculons, c'est-à-dire d'abord une position qui est en 2011-2012 de dire nous n'interviendrons pas dans ce conflit. Ensuite, la CIA avec le programme Timber Sycamore, qui est un programme ouvert, secret entre guillemets, qui vise en fait surtout à contrôler les livraisons d'armes qui ont été déjà, dont ont pris l'initiative les pays du Golfe. Ce n'est pas les États-Unis qui ont pris l'initiative, ce sont des pays du Golfe, et les Américains veulent s'assurer que ces armes arrivent dans de bonnes mains. Donc, simplement, ils vont superviser le programme de livraison. Et puis, il y a cette question des armes chimiques, je n'ai pas besoin d'y revenir, mais qui a illustré de manière éclatante l'extrême réticence de l'administration Obama à s'investir en Syrie, puisqu'elle n'a pas mis en œuvre les menaces, la fameuse ligne rouge sur les armes chimiques qui avait été formulée en 2012. Je fais référence ici à la crise des armes chimiques de 2013. Par la suite, on aura des frappes tout à fait symboliques en 2017-2018, mais j'insiste, qui sont vraiment symboliques d'un point de vue militaire. Et puis finalement, on a cette intervention militaire quand même importante des États-Unis en 2014, mais avec une focalisation exclusivement antiterroriste. Et ce qu'on voit aujourd'hui, avec ce retrait partiel ou complet des Américains de Libye, c'est l'aboutissement très logique en fait, de cette approche exclusivement antiterroriste, sans vision stratégique, c'est-à-dire sans réflexion sur le rôle que peut jouer cette implication militaire américaine pour le conflit syrien au sens large. Voilà. Donc je dirais que Trump ne fait finalement que refermer une page qui a été ouverte par Obama, mais en restant sur le même registre. Et donc, dans ce vide relatif qui est créé par le retrait américain, on a une situation de multipolarité avec l'émergence de puissances régionales et bien sûr de la Russie, ça a déjà été dit. En Libye, avec un alignement, d'un côté les Émirats arabes unis et l'Égypte en particulier, soutenant le général Haftar, contre la Turquie et le Qatar qui sont derrière le gouvernement d'entente nationale de Tripoli. Et en Syrie, deux configurations bien distinctes. Je dirais jusqu'en 2015, on a une sorte de guerre du Golfe par procuration, avec d'un côté l'Iran soutenant le régime d'Assad, de l'autre l'Arabie Saoudite et le Qatar soutenant l'opposition, mais se tirant également dans les pattes entre elles. Donc c'est pas qu'une guerre entre les pays du Golfe, Iran et monarchie, mais également entre les monarchies du Golfe. Et puis en 2015, après l'intervention russe, en 2016, on va passer à quelque chose de complètement différent, qui est le modèle d'Astana, où on a cette sorte de gestion du conflit par ce trio russe, iranien et turc, mais qui, encore une fois, exclut les États-Unis. Et je vais terminer maintenant avec le dernier volet de mon exposé, la recentralisation forcée aux moyens de ressources militaires extérieures. Alors en Libye, c'est une tentative, et on est plutôt dans un embourbement, je ne veux pas dire que ça marche très bien, mais ça a été l'idée, ça a été que les soutiens étrangers du maréchal Haftar ont voulu réunifier la Libye, donc le territoire libyen, par la force, en dehors du processus négocié sous l'égide des Nations Unies, donc contre le gouvernement d'entente nationale de Tripoli. En Syrie, vous voyez ici le général Haftar, d'ailleurs, avec un de ses plus fidèles soutiens, le prince des Émirats arabes unis, Khaled bin Zayed. En Syrie, c'est le sauvetage d'Assad par l'Iran d'abord, puis par la Russie, puis la reconquête territoriale qui est en train d'engranger de nouveaux succès dernièrement avec l'offensive turque et le retrait américain. Et donc, je dirais qu'on retourne un peu à la case départ. C'est-à-dire qu'on va recréer un État qui n'est pas le produit de dynamique locale, de dynamique nationale, qui émergerait de conflits sociaux et politiques internes, mais de ressources coercitives importées.
émirienne, égyptienne, russe. Voilà. La liste est longue. Mais donc je pense qu'en fait on recrée les conditions d'émergence de régimes qui, comme je l'ai expliqué, en fait, par leur nature même, ont fortement déterminé la trajectoire de guerre civile des deux pays dont je viens de parler. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On voit à travers le développement que vous avez fait des apparentements avec la communication qui vous a précédé, puisqu'on est toujours le même temps, les sens structurels de longue durée de Fernand Braudel. À travers ce que vous avez dit, j'ai été très sensible à la liaison que vous avez faite avec la logique patrimonialiste, qui transcende plus largement là aussi en tant que concept les disciplines. J'ai été également très sensible, disons, à la force symbolique que vous y mettiez sur les frappes militaires, puisque je me rappelle que lors du discours récipiendaire de Michel Serres à l'Académie française, il soulignait que les premières frappes américaines en Irak étaient le Tigre et l'Euphrate. Et que pour certains d'entre nous, le Tigre et l'Euphrate, c'est le paradis perdu. Alors, je donne la parole maintenant à M. Christophe Martin, professeur de droit public, un publiciste, donc chers collègues. Et on va descendre d'un cran, si je puis dire, du point de vue du temps brodélien, puisque là on passe à l'histoire dite événementielle, celle qui est à hauteur d'homme, d'une certaine manière, et notamment à travers les flux migratoires dont vous voulez faire un exposé. Merci beaucoup, chers collègues. Merci, monsieur le doyen. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs, permettez-moi avant tout de dire quelques mots pour remercier tous les acteurs qui ont coopéré pour organiser cette journée et lancer notre observatoire stratégique du monde méditerranéen. Je pense bien évidemment à la clairvoyance de l'amiral Gosseur, je pense aussi à l'efficacité redoutable de Jean-Philippe Pierre. Merci à toutes et à tous. Ma contribution à cette première journée de lancement porte effectivement sur le sujet de l'Union européenne face aux crises migratoires, à la crise migratoire, je ne sais pas bien, en Méditerranée. Et je voudrais, pour ouvrir ma présentation, insister, donner quelques éléments de clarification sur trois termes, trois formules clés qui composent ce titre. Tout d'abord, l'Union européenne. Pourquoi s'intéresser ici à l'Union européenne? Simplement parce qu'elle a compétence en matière de migration. C'est même un domaine d'action qui lui a été transféré par ses États membres. Ce domaine, immigration et asile, a été, comme on dit, communautarisé par le traité d'Amsterdam. L'Union européenne, donc, a compétence pour agir dans ce domaine. Elle est en charge de la gestion de ce que l'on appelle les frontières extérieures de l'Union européenne. Disons-le d'emblée, l'exercice de cette compétence par l'Union européenne devient de plus en plus complexe, de plus en plus difficile, car les relations avec les États membres, et même entre les États membres, se sont nettement tendues sur le sujet. Les États revendiquent de plus en plus leur souveraineté sur leurs frontières, s'agissant spécialement du franchissement par les personnes. Alors, puisqu'elle est compétente, comment l'Union européenne agit-elle dans ce contexte face à la crise migratoire ou aux crises migratoires? Deuxième expression clé de l'intitulé. Il s'agit d'un sujet, vous le savez, qui est brûlant. Nous avons en tête des images trop nombreuses d'embarcations de fortune, des chiffres incroyables de corps repêchés, de personnes disparues en mer. Nous avons les images de navires d'ONG bloqués pendant des jours, voire des semaines en mer, chargés de migrants dans l'attente d'une autorisation d'accoster pour les débarquer quelque part en Europe. Les 2 dernières semaines n'ont fait que confirmer cet état de fait. Je pense par exemple au naufrage d'un canot au large de Lampedusa qui a entraîné le décès de 13 personnes, 10 autres personnes disparues sur les 50 transportées. Je pense aussi au dernier développement du week-end dernier, au cours duquel un seul navire affrété par SOS Méditerranée, il s'agit de l'Ocean Viking, a sauvé en mer à plusieurs reprises, au titre de 2 opérations distinctes, 176 personnes. Un cas tout à fait symptomatique d'ailleurs de la situation actuelle à bien des égards. Alors je voudrais rappeler que l'Union européenne, l'Europe, est la première destination de flux migratoires dans le monde, qu'il s'agisse de migration légale ou illégale. Mais évidemment, ce matin, puisqu'il est question de s'intéresser aux crises migratoires, c'est bien des migrations problématiques qu'il s'agit de parler, et évidemment, j'ai en tête ici la migration illégale. À cet égard, la région euro-méditerranéenne présente un enjeu fort, et on sait, ça a été répété ce matin
par le préfet maritime que la mer Méditerranée elle-même constitue un espace extrêmement crucial de transit, une voie privilégiée de la migration au travers de 3 voies d'accès. Ça a été rappelé: la voie centrale, partant de la côte ouest de la Libye pour rejoindre l'Italie ou Malte, la voie dite occidentale par le détroit de Gibraltar et la mer d'Alboran, et enfin la voie orientale qui suppose la traversée en mer depuis la Turquie vers la Grèce. Alors, c'est clairement la voie maritime et ces 3 voies maritimes-là précisément qui soulèvent les plus grandes difficultés à l'heure actuelle pour l'Union européenne, et cela depuis plusieurs années. Pour vous donner un ordre de grandeur, plus de 80% du budget opérationnel de l'agence Frontex est consacré aux opérations maritimes. En 2016, l'agence a été réformée en corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ce qui, là aussi, souligne l'importance de la dimension maritime de son action. Cette agence Frontex tient bien évidemment un rôle central dans la gestion de cette problématique de la migration irrégulière. Ceci étant dit, il m'importe aussi de préciser d'emblée que l'Union européenne ne s'est pas contentée de cet outil, elle a aussi déployé un autre outil, une autre opération dans un autre cadre, dans le cadre d'une autre politique, qui est la politique de sécurité et de défense commune, PSDC, en lançant une opération assez connue aussi, qui a été rebaptisée SOFIA, EUNAVFOR Med, SOFIA, qui d'ailleurs a été renouvelée à deux reprises au cours de l'année 2019, mais dans un contexte assez particulier, puisque alors qu'il s'agit d'une opération navale, celle-ci se trouve privée de navires. Les États membres, autrement dit, ont décidé de renouveler le mandat d'opération SOFIA sans mettre à sa disposition des navires. Il ne s'agit plus que de surveillance aérienne. Pourquoi? Simplement pour qu'il n'y ait pas d'interception ou de sauvetage de migrants, faute d'un accord entre les États membres quant au débarquement. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc vous voyez, 2 cadres juridiques distincts pour l'action de l'Union européenne, Frontex d'une part, la PSDC d'autre part. Ce qui m'importe de souligner ici, c'est que dans l'un comme dans l'autre cas, la logique est la même. C'est une logique de contrôle, une logique de sécurisation des frontières, et cela dans une finalité de dissuasion qui est mise en avant par l'Union européenne. C'est d'ailleurs flagrant avec l'opération SOFIA qui visait initialement et exclusivement à cibler le trafic illicite de migrants. Donc la rhétorique de l'Union européenne, son positionnement est toujours le même. Il faut renforcer les outils de surveillance, notamment Frontex. Il faut renforcer la dissuasion des migrations illégales en Méditerranée. Et vous conviendrez avec moi qu'il s'agit beaucoup d'un échec. L'Union européenne fait en effet face très péniblement à cette crise migratoire qui révèle, dans le fond, je vais essayer de vous l'expliquer assez rapidement, une crise existentielle même de l'Union européenne elle-même. Alors je vais essayer de le montrer en 2 temps, juriste, au travers d'une analyse à très grands traits, évidemment, de la situation. Je voudrais m'appuyer pour cela sur 2 distinctions. 2 distinctions entre des notions juridiques qui se veulent différentes, puisqu'ils sont associés à des régimes juridiques différents, et dont on va voir qu'en pratique, elles perdent de leur acuité, de leur pertinence, et s'imbriquent finalement sur le terrain. La première distinction concerne les notions d'interception et de sauvetage. Je vous l'ai déjà annoncé, l'Union européenne choisit le paradigme sécuritaire et est bien contrainte d'y intégrer une dimension de sauvetage. La deuxième distinction concerne la notion de débarquement de celle de répartition des personnes qui sont effectivement récupérées en mer. Commençons donc avec notre distinction entre les concepts d'interception et de sauvetage. Vous aurez aisément compris que les 2 notions se différencient du fait de leur finalité. L'interception vise à empêcher le franchissement illégal d'une frontière extérieure de l'Union, alors que le sauvetage vise à sauver des vies humanitaires de personnes qui sont dans une situation de détresse.
qualification juridique ici tient à la situation de maîtrise. Ce sont deux régimes juridiques distincts qui s'appliquent, notamment en matière de débarquement. Cette distinction est cruciale, elle emporte un enjeu fort pour l'Union européenne. Celle-ci s'est attachée à définir une politique, des outils qui visent avant tout, sinon exclusivement, la sécurisation des frontières maritimes extérieures. C'est assez connu, l'Union européenne s'est dotée d'une agence baptisée Frontex, qui est l'outil opérationnel chargé de surveiller les frontières extérieures de l'Union, de contrôler leur franchissement. Et ce qui caractérise cet outil, c'est que l'Union européenne a toujours cherché à le renforcer, à le doter de moyens plus forts. Je pense par exemple à la transformation encore européenne des gardes de frontières et gardes de côte en 2016, mais à l'heure actuelle encore, de nouvelles propositions de renforcement sont en plein processus législatif suite à des propositions de la Commission européenne. Or, si vous lisez le règlement qui a établi Frontex en 2007, il n'y a pas un mot sur l'enjeu humanitaire du sauvetage, qui n'apparaît nulle part, ni dans le préambule, ni dans les dispositions du règlement. Cet enjeu concret sur le terrain était pourtant déjà connu. Depuis 2004, les problèmes apparaissaient. En adoptant le règlement de 2007, le législateur européen fait le choix d'escamoter complètement cette dimension sauvetage pour se doter d'un organe dont le mandat exclusif est le contrôle des frontières extérieures de l'Union. Je le disais en ouverture, on retrouve la même logique dans la décision du Conseil de créer l'opération Sophia au titre de la PSDC. Là encore, à lire le règlement créant Sophia, vous verrez que le prisme, l'angle d'approche est totalement sécuritaire. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le champ d'intervention de Frontex comme de l'opération Sophia est extrêmement vaste en mer. Il couvre non seulement la mer territoriale et la zone contiguë des États membres de l'Union européenne, mais s'étend en haute mer, bien sûr avec des enjeux d'autorisation de l'État du pavillon, voire il s'étend dans les eaux territoriales d'États tiers, sur la base d'accords bilatéraux conclus entre l'Union européenne et ses États tiers. J'ai en tête par exemple le cas du Sénégal, qui a conclu un accord avec l'Union européenne pour que les opérations Frontex puissent avoir lieu dans les eaux sénégalaises pour sécuriser la frontière avec l'Espagne. C'est l'opération conjointe ERA. Alors, sécurisation de frontières, quel est le bilan? Le bilan affiché se veut bon. Frontex, chaque année, annonce dans ses rapports l'arrestation de plus de 1000 passeurs, de 1000 trafiquants. Les rapports établis par Frontex présentent aussi des chiffres très spectaculaires s'agissant du nombre de migrants interceptés, le record étant pour l'année 2015 972 000 et quelques migrants interceptés en une seule année. Les chiffres sont à peu près du tiers pour les autres années précédentes et suivantes. Quant à l'opération Sophia, 151 passeurs ont été arrêtés, présumés, 551 embarcations confisquées, détruites. Il est intéressant à ce stade de souligner que par-delà ces chiffres sur les réalisations dans le contrôle des frontières, l'Union européenne, qui a fait face à des critiques assez sévères, s'est attachée depuis ces dernières années à revaloriser son action au travers d'une autre image, en mettant en avant dans ses rapports, dans ses supports de communication, les sites internet, les pages Facebook, également le nombre de personnes qui ont été sauvées dans le cadre des opérations Frontex. Alors, c'est aussi le cas pour Sophia. Sophia, pour vous donner un ordre de grandeur, dans sa période d'activité réelle en mer, a sauvé environ 45 000 personnes. Plus de 310 opérations de sauvetage. Frontex aurait également à son actif, alors pour la seule année 2008, Frontex annonce avoir participé au sauvetage de 37 000 personnes.
Sur l'ensemble de sa période d'activité, ce seraient plus de 200 000 personnes qui auraient été sauvées dans le cadre d'opérations coordonnées par Frontex. Vous voyez, c'est un résultat qui, présenté ainsi, peut paraître spectaculaire. Il est cependant à relativiser si l'on considère, à titre de comparaison, que 5 minutes en une seule année, les seules autorités italiennes dans le cadre de leur opération, qui était une opération purement humanitaire, baptisée Mare Nostrum, avaient sauvé 150 000 personnes. Bien. Alors, j'essaye d'aller très vite en vous disant que l'Union européenne, puisque c'est une obligation internationale, développée notamment dans la convention dite Search and Rescue de 1979, l'Union européenne a dû tenir compte de l'obligation internationale de sauver des personnes trouvées en détresse en mer. Elle fait le choix cependant de ne pas créer de mission purement humanitaire, comme ça aurait pu être le cas, notamment en mobilisant l'outil PSDC qui permet de créer des missions humanitaires. L'Union européenne fait le choix d'un affichage purement sécuritaire et s'est adaptée à la situation en incorporant de manière très tardive le sauvetage à la faveur de la surveillance. Je veux dire par là que si vous regardez encore les règlements pertinents, je pense au règlement 656-2014 qui définit en particulier le champ d'intervention de Frontex en mer, le sauvetage apparaît, mais c'est un sauvetage, c'est une opération Sophia, qui ne peut avoir lieu qu'à la faveur de mesures de surveillance. Autrement dit, on ne va pas monter d'opération de sauvetage à proprement parler. Cela, évidemment, est tout à fait caractéristique, et la conséquence de cela, c'est que le bilan de l'Union européenne est largement, pour être généreux, en demi-teinte, mais que surtout, cela a motivé des ONG, je pense à Proactiva, je pense à Médecins sans frontières, je pense à SOS Méditerranée, pour lancer des opérations, cette fois de nature privée, pour sauver des migrants en Méditerranée. Et là encore, pour le coup, le bilan me semble assez spectaculaire, puisqu'on considère que ces ONG arrivent à sauver à peu près le même nombre de personnes que les navires battant, les navires qui participent à des opérations coordonnées par Frontex ou qui interviennent dans le cadre de Sophia. Bon. Ça m'amène au deuxième point que je vais devoir traiter très très rapidement, qui concerne la distinction entre débarquement et répartition des migrants. Débarquement et répartition des migrants, ce sont là aussi deux notions distinctes, puisque la notion juridique de débarquement se caractérise par le fait que l'opération de débarquement ne met pas met un terme à l'opération de sauvetage elle-même, mais ne met pas un terme à la prise en charge des migrants. Le droit de l'Union européenne, ainsi conformément au droit international, considère que le débarquement dans un lieu sûr permet justement la prise en charge jusqu'à sa destination suivante ou finale du migrant sauvé. Alors, comment résumer la situation de manière extrêmement rapide? L'Union européenne se montre extrêmement scrupuleuse et attentive à respecter le cadre juridique international, mais aussi ses propres cadres normatifs en matière de protection des personnes, protection des libertés fondamentales, principe de non-refoulement. Je préciserai simplement sur ce sujet que le débarquement de personnes récupérées en mer dans le cadre de Frontex a été envisagé dans des États tiers. Cela peut être permis au titre du droit international. Je pense à l'opération Triton de Thémis, je pense à l'opération Poséidon, gérée par la Grèce, l'opération Héra qui concerne l'Espagne. Ces trois opérations prévoyaient la possibilité de débarquer les migrants dans un État tiers, d'autres États qu'un État membre de l'Union européenne, mais les États membres, ces États membres, Italie, Grèce, Espagne, ont toujours refusé de mettre en œuvre cette possibilité et ont toujours systématiquement, du moins c'est ce qui peut être trouvé dans les rapports de Frontex, accepté le débarquement sur leur territoire dans un port sûr du pays lui-même. Alors je dis ça
avec une réserve néanmoins, puisque l'Italie a eu un comportement qui fait réfléchir. L'Italie a bloqué le débarquement de migrants dans les ports italiens. C'est l'Italie qui s'est opposée au renouvellement du mandat de Sofia dans les mêmes conditions. L'Italie a bloqué le débarquement de migrants par des bateaux affrétés par des ONG, on l'a vu à plusieurs reprises. Plus surprenant et moins connu, l'Italie, représentée à l'époque par son ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, avait même refusé pendant un long moment le débarquement par un navire des gardes-côtes italiens de 177 migrants sauvés en mer. Je mets ici en évidence le comportement de l'Italie dans un moment politique particulier, mais la même attitude a pu être constatée de la part de Malte ou de la France qui, à quelques reprises, a aussi refusé le débarquement de migrants sur son territoire. Pourquoi cela? Et c'est là où j'en viens à la problématique ou au lien entre les notions de débarquement et de répartition. Le problème tient au fait qu'on ne disjoint pas suffisamment les deux notions. Au lieu de trouver dans l'urgence un lieu sûr pour le débarquement, pour préserver les personnes qui viennent d'être récupérées en mer, on réfléchit par anticipation à la destination suivante ou finale de ces migrants. Le problème tient au fait que l'État qui accueille, qui est le point d'entrée, disons, de ces migrants, devient responsable de la demande de protection internationale au titre du régime Dublin, comme on dit. C'est cela qui explique l'attitude de l'Italie, de Malte, de la France. L'Union européenne, désormais, est en quête d'une solution. Le processus est extrêmement poussif. L'Union européenne, quand je dis l'Union européenne, en vérité, il ne faut pas se leurrer, ce sont les États membres eux-mêmes qui sont concernés, essaye d'établir un accord permettant une répartition automatique des migrants de manière prévisible, de manière anticipée, de sorte à permettre un débarquement beaucoup plus rapide de ces migrants en évitant les blocages, puisqu'on l'a vu à plusieurs reprises au cours des derniers mois, les États refusent le débarquement sur leur territoire, faute d'un accord entre certains États membres sur la distribution des migrants. Qu'est-ce que cela signifie? C'est autorisé par le régime Dublin, c'est ce que l'on appelle la clause de souveraineté qui permet à un État de dire au-delà des règles de Dublin, je veux bien accepter de traiter, moi, la demande de protection internationale. Mais cela suppose un accord au cas par cas, un accord ad hoc. Or, il est extrêmement difficile de parvenir à cet accord. Les États membres se montrent là encore réticents. Aussi, la France et l'Allemagne ont pris l'initiative d'établir un projet d'un tel mécanisme de solidarité européen. Les choses ont bien avancé. Une dizaine d'États seraient maintenant partants pour intégrer ce mécanisme de solidarité. Je vais très vite, mais le 8 octobre dernier, il a été annoncé donc, que 10 pays seraient prêts à participer à ce mécanisme de solidarité, permettant une répartition automatique des migrants, ce qui devrait donc faciliter le débarquement dans les meilleures conditions de migrants sauvés en mer. Un mot de conclusion, Monsieur le doyen, il apparaît, je le disais d'ailleurs en ouverture, que cette crise migratoire à laquelle l'Union européenne est confrontée révèle en fait une crise de l'Union européenne elle-même, une crise de solidarité dans l'Union européenne, et je voudrais ici rappeler que la solidarité figure parmi les valeurs fondatrices de l'Union européenne, article 2, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne, article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en matière d'espace de liberté, sécurité, justice. Les valeurs fondamentales de l'Union européenne, les valeurs de l'Union sont en crise, et ce n'est pas en renforçant les outils opérationnels, techniques, sans aucune vision politique en tout cas, que l'on parviendra à retourner la situation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, chers collègues. Excusez-moi d'avoir été un censeur, en l'occurrence, pour vous trois d'ailleurs. J'ai bien noté que ce que vous nous rappelez, c'est bien du ressort de la géopolitique, et c'est bien du ressort de ce que Fernand Braudel appelait l'histoire événementielle. J'ai noté également, pour conclure nos propos avant d'entendre et éventuellement de répondre à vos questions, puisque vous évoquez l'île de Lampedusa, qui est vraiment au
centre un petit peu de la problématique des migrants entre la Libye et l'Italie, donc l'Union européenne, qu'un ancien ressortissant de cette île qui s'appelait Giuseppe Tomasi di Lampedusa avait écrit un livre, Le Guépard, il disait dans ce livre, il faut que tout change pour que tout continue. Nous attendons vos questions. Oui. Oui, bonjour, Romain Delahaye. Je voulais juste rebondir sur la dernière présentation. Peut-être protéger un petit peu l'Union européenne devant ce qui peut sembler être un échec. Je pense d'abord qu'en préambule, il faut rappeler qu'en mer, il n'y a pas de migrants. Quelqu'un est caractérisé comme migrant, à mon sens, quand il est dans une zone pour laquelle il n'a pas le droit d'y être. En mer, c'est la libre circulation des personnes et des marchandises. Donc à partir du moment où vous êtes en nom international, vous n'avez pas un statut de migrant. On peut dire que vous êtes un marin si vous contribuez à la manœuvre du navire, ou un passager si vous ne contribuez pas. C'est bien la difficulté d'ailleurs de la caractérisation en mer du phénomène de migrants. Quand on parle d'interception, on peut effectivement intercepter un navire, enfin essayer d'intercepter un passeur, mais là encore, il faut encore caractériser que la personne qui transporte des gens d'un point A à un point B soit considérée comme passeur, parce que je veux dire, moi j'ai été payé pour passer ces gens-là. Et le troisième point, c'est que la grande fragilité à laquelle on est confronté, vous l'avez abordé, c'est la Convention de Hambourg. La Convention de Hambourg est faite pour sécuriser les espaces maritimes avec des responsabilisations qui sont définies pour les États riverains. Et je rappelle, c'est que tout marin a une obligation morale et pénale en France de sauver quelqu'un qui est en situation de danger. Et l'État riverain qui coordonne l'opération de sauvetage a obligation de proposer, de donner aux bateaux qui sauvent des gens un port de destination. Donc notre fragilité dans ce domaine-là, et c'est la fragilité de Sofia, c'est qu'à partir du moment où vous dépêchez n'importe quel bateau avec n'importe quel type de mission, il se retrouve confronté à une situation de danger, à une obligation de les récupérer, et après à l'obligation de les déposer là où on les accompagne. Donc plus qu'une faillite, si vous voulez, de l'Union européenne, je pense que c'est le détournement du droit maritime et de la Convention de Hambourg par des gens qui exploitent de manière efficace, qui fait qu'on n'arrive pas à régler ce problème-là. Mais l'Union européenne a essayé de répondre à son niveau, quel que soit le cas de Frontex ou PSDC, à une situation humanitaire sous la pression des opinions publiques, en mettant les outils les plus efficaces. Mais à titre personnel, moi j'étais au COM Toulon quand la crise s'est déclenchée, et de manière un peu cynique, on disait, mais plutôt qu'envoyer des frégates, affréter des ferries entre Tripoli et l'Italie, et vous sécuriserez le flux. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher, à la libre circulation je parle sous votre contrôle, des personnes en nom international, on peut juste être amené à les sauver s'ils sont sur une situation de détresse. Donc plus qu'un échec, si vous voulez, de l'Union européenne qui a essayé d'agir, c'est en fait le détournement du droit maritime, plutôt bien fait d'ailleurs par des passeurs ou on va dire des marins qui transportent des gens. Oui, merci pour votre commentaire. Je vous rejoins assez largement, c'est l'apanage du droit que de servir justement aussi de cadre de référence pour des contournements de la règle. Alors je suis assez d'accord avec votre analyse, je vais m'appuyer sur votre commentaire pour apporter quelques précisions sur les points qui me tenaient à cœur et que je n'ai pas eu le temps de traiter. Premièrement, vous parlez du statut de migrant en mer qui n'existe pas. Alors je crois qu'il faut affiner en vérité, c'est ce que j'ai voulu évoquer en mentionnant les différents régimes juridiques en mer où intervient Frontex, où intervenait, disons, Sofia. Parce que ça me tient à cœur sur le plan de la réflexion juridique. Alors je ne suis pas d'accord avec vous quand il s'agit de la mer territoriale, c'est sous la souveraineté de l'État côtier. C'est le droit international qui définit la mer territoriale, c'est le droit international qui définit aussi ce que l'on appelle la zone contiguë. C'est une zone tampon qui permet, alors que l'État n'est pas souverain sur cette zone-là, de contrôler les activités, et notamment dans le domaine fiscal, sanitaire et migratoire. Donc là, la qualification de migrant, elle est tout à fait possible, et je n'ai pas de difficulté avec cela. Je trouve ça absolument... Enfin, ça entre dans le champ de compétences de l'État côtier, donc désormais de Frontex pour ce qui concerne les frontières extérieures de l'Union. En revanche, haute mer, là j'ai plus de difficultés. Enfin, je vous rejoins absolument. En haute mer, le principe majeur, c'est celui de la liberté.
liberté de haute mer signifie en particulier qu'un État ne peut pas exercer le contrôle sur une embarcation, sur les activités qui ont lieu dans cet espace international, à l'exception de l'État du pavillon lui-même. Donc, je vous rejoins, comment qualifier la personne qui traverse les eaux internationales, certes en direction de l'Union européenne, certes sur une embarcation de fortune. Sur le plan juridique, fonder l'interception dans cet espace-là me semble extrêmement discutable et contraire au principe fondamental de liberté en haute mer, qui est vraiment très structurant dans le droit international de la mer. Donc là, je suis absolument d'accord avec vous. Je vais même aller plus loin et rebondir sur votre deuxième remarque, s'agissant là aussi d'une question de qualification. Ça me tenait pourtant à cœur, mais je n'ai pas pris le temps de le dire. C'était mon premier point, la distinction entre interception et sauvetage. Il est absolument frappant de lire dans les rapports de Frontex qu'en vérité, la distinction entre les deux concepts est complètement atténuée en pratique par les autorités qui contrôlent les opérations sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a bien dans le droit de l'Union européenne une distinction entre deux concepts, deux régimes juridiques qui en découlent, y compris en matière de règles de débarquement, alors qu'en pratique, il n'est pas possible, en fait, de parvenir à distinguer vraiment nettement les deux régimes juridiques. C'est pour ça que j'ai insisté dans mon introduction sur la notion même de sauvetage, qui suppose d'être en péril en mer, une situation de détresse en mer. Dans, j'imagine, quasiment 100% des cas, les migrants se trouvent en situation de péril en mer. C'est même le concept des passeurs qui les mettent sur des embarcations de fortune en jouant le jeu des zones SAR, Search and Rescue. Donc je suis absolument là aussi d'accord avec vous, et il est frappant de voir, c'est ça que je voulais annoncer, que le droit a élaboré un cadre précis qui repose sur une distinction forte entre deux concepts qui finalement, et alors que ça structure tout le régime applicable, n'est pas pertinent en pratique. Et finalement tout devient opération de sauvetage, malgré ce qui est programmé. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, sur le point de vue de la théorie économique. Quand on modélise les comportements des agents, c'est le détournement du droit, c'est l'opportunisme, c'est ce que vous voulez. En économie, on appelle ça un phénomène d'aléa moral. C'est-à-dire que lorsque vous avez une assurance collective, le fait finalement d'être inévitablement secouru, vous incitez les agents, l'individu, ce que vous voulez, à assumer ce risque. C'est-à-dire ne pas l'assumer en l'occurrence, c'est-à-dire transgresser la loi par anticipation de cette assurance collective. Autrement dit, si vous êtes assuré collectivement d'avoir finalement une quiétude d'esprit quant à la finalité de votre action, vous êtes encouragé à le faire, même si celle-ci comporte des risques. Oui, Macaron, je profite du fait que nous avons mis la main sur le micro. J'ai une vraie question à poser à Mme Tirech et à M. Pierret concernant l'impact et la pertinence avec un regard a posteriori sur l'Union pour la Méditerranée, dont, si je ne me trompe, l'une des ambitions était de contourner un peu l'immuabilité des dictateurs, des régimes en place, en créant, en faisant émerger une classe moyenne au travers de projets économiques très, très concrets. Est-ce que vous pensez que l'UPM a d'une certaine façon amorcé ces mouvements qui partent de cette classe moyenne, de cette jeunesse éduquée mais sans perspective? Et est-ce que vous pensez qu'elle était certes à contre-courant, elle était prise à contre-pied de l'histoire, mais que finalement elle était fondée, elle était pertinente? Merci. Je ne sais pas si je serai tout à fait compétente pour répondre sur l'UPM. C'était un très beau projet à la base. Donc, oui, effectivement, capitaliser, mobiliser le capital justement de ces classes moyennes émergentes, éduquées, tout ouvertes à l'international, etc. Et détourner les régimes en question, je ne pense pas qu'il y ait eu ce travail de détournement des pouvoirs politiques en question. Je pense qu'on s'est accommodé, au contraire. Enfin, pour ceux que je connais le mieux, en tout cas pour le Maghreb, que ce soit la Tunisie ou le Maghreb ou le Maroc, on a travaillé main dans la main avec les autorités locales qui se sont quand même approprié le projet à l'échelle nationale. Et que l'UPM aujourd'hui, bon voilà, c'est quand même
En tout cas, de l'autre côté de la Méditerranée, de ce que j'en sais, c'est considéré aujourd'hui comme une coquille vide en fait, qui fait circuler les diplomates, qui fait circuler les hommes d'affaires, qui fait circuler une certaine intelligentsia, mais la répercussion sur les sociétés en elles-mêmes, elle reste encore à établir. Merci. Moi, je ne dirais pas autre chose que ma collègue, a fortiori pour le pays que je connais le mieux, qui est la Syrie, qui je pense a été extrêmement peu touché par cette initiative. Et par ailleurs, il ne faut pas non plus surestimer la dimension classe moyenne des soulèvements de 2011. Alors, c'est une des dimensions, mais je dirais qu'en termes de démographie, le centre de gravité, par exemple, du soulèvement en Syrie, il n'est pas dans la classe moyenne, il est plutôt dans des classes sociales défavorisées. Alors après, il y a des éléments de la classe moyenne qui vont jouer un rôle parfois clé en termes de coordination, au niveau médiatique, au niveau organisationnel, mais je dirais vraiment la masse des manifestants ne venait pas spécialement de la classe moyenne. Je voudrais rebondir sur votre question, parce que la notion de classe moyenne, dans notre esprit, n'équivaut pas, grosso modo, au développement, notamment l'évolution du marché du travail qu'on peut observer dans ces économies-là. Je prendrai deux exemples. Le premier, qui est plutôt théorique, c'est l'allusion que j'ai faite précédemment aux institutions extractives au sens d'Acemoglu. Grosso modo, si vous devez représenter la situation, disons, géopolitique, en termes de classe sociale, vous avez d'un côté une oligarchie dominante qui détient la rente, et de l'autre côté, j'allais dire, les gens qui restent inféodés à ce système-là dès lors qu'ils reçoivent des prébendes de celui-ci. Je caricature. Donc c'est certainement pas un système qui permet l'éclosion, en tout cas spontanée, d'une catégorie moyenne. En tout cas, ça ne participe pas de cette espèce d'émancipation par l'économique. La seconde chose, c'est l'illustration que l'on observe au jour d'aujourd'hui sur des pays comme le Maroc et surtout la Tunisie, que je connais un peu, c'est que ces pays ont une singularité mondiale, si je puis dire. C'est que le taux de chômage des diplômés est nettement supérieur comparativement à ceux qui ne le sont pas. Donc ça veut dire que la notion de classe moyenne, s'il s'agit de l'inclusivité par le travail et par les revenus, comme on l'entend nous, à la mode occidentale, si je puis dire, et à ce moment-là, dans ces pays-là, il est très difficile d'en traduire l'acception du mot au sens où vous l'entendez probablement. Bonjour à tous. Un, deux. Merci. Philippe Bernard Rollo, maire adjoint de la Garde et néanmoins philosophe. Ce matin, dans son discours, Xavier Leroux, le président de l'Université de Toulon, évoquait l'importance des études historiques, des éventuelles leçons de l'histoire. Et c'est un peu dans le cadre que je voudrais poser une question particulièrement à Madame Dirèche. Quand on regarde l'histoire du XXe siècle, on s'aperçoit que la plupart des pays qui ont connu un chômage exponentiel n'ont pas évolué en direction de démocratie, mais plutôt de système totalitaire. Et je voudrais demander à Mme Dirèche si cette jeunesse qu'elle a évoquée, qui vit des conditions extrêmement difficiles, cette jeunesse qu'elle connaît certainement beaucoup mieux que moi, n'est pas déchirée ou ne risque pas d'être déchirée entre deux aspirations contradictoires, une aspiration culturelle à la démocratie et peut-être une aspiration politique à des régimes autoritaires, voire totalitaires, qui seraient capables, comme ils l'ont été au XXe siècle, c'est pas faire leur apologie que de dire ça, c'est un fait historique, qui seraient capables de remettre au travail et de donner un emploi à la grande majorité de cette jeunesse. Donc est-ce que cette aspiration-là existe ou est-ce que c'est un fantasme de philosophe que d'imaginer cela? Alors l'aspiration au totalitarisme, à mon avis, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, hein, ils n'ont pas choisi. Non, vous savez, c'est toute la réflexion justement sur ces États qui ont été colonisés, qui ont trouvé leur indépendance et qui ont produit et réalisé des modèles de gouvernance, des modèles économiques, des modèles sociétaux qui sont extrêmement problématiques. Les indépendances ont accouché pour la plupart du temps sur des régimes liberticides, autoritaires,
indicateurs, pas valables simplement pour la rive sud de la Méditerranée. On a eu ce qu'on appelait des printemps arabes dans la rive sud de la Méditerranée, mais on attend toujours les printemps africains. C'est-à-dire tous les indicateurs et les éléments que j'ai donnés sont valables pour les sociétés et les pays subsahariens. Alors, des tentatives pour la démocratie et pour le totalitarisme, on a eu un moment, on a eu ce moment clé, en fait, qui est celui du courant islamiste extrêmement puissant, qui lui justement a travaillé le terreau de la jeunesse et le terreau de la société et qui a pallié aux défaillances de l'État. Toutes les questions justement écologiques, environnementales, caritatives, éducatives, etc., ce sont les islamistes qui s'en sont occupés. Les islamistes s'en sont occupés, mais comme une véritable force de proposition sociétale et comme une véritable opposition politique à ces dictatures et ces États autoritaires. Très très fort. On voit côté français ou côté Europe, la question justement de l'islamisme, on la voit uniquement comme un islamisme politique, voulant reprendre en fait des références extrêmement religieuses, revenir à la charia et des choses comme ça. Dans les sociétés de la rive sud de la Méditerranée, on est dans tout à fait autre chose. C'est-à-dire que le mouvement islamiste est un mouvement politique avant tout, qui pallie à un certain nombre de choses. Et on a un certain nombre, effectivement, de jeunes qui ont opté pour cela. Et l'exemple, je dirais là aussi, le plus intéressant, le plus démonstratif, c'est ce qu'on en a fait dans les années 80 et 90 en Algérie. La question islamiste en Algérie, telle qu'elle s'est posée dès les années 70 et 80, bon, je veux dire, l'État a beaucoup joué dans une forme d'ambivalence très très forte là-dessus, et c'était la seule force de proposition sur le marché, et qui proposait un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je pense qu'on a un peu tourné la page là-dessus, et de toute façon, les pays ont tous fait leur petite expérience de gouvernance islamiste. Quand Ben Ali est tombé les premières élections, c'est quand même le parti islamiste qui est arrivé au pouvoir avec une très forte majorité en Tunisie. Bon, ils ont bien vu que 2 ans de gouvernance, le costume était un peu trop grand et que gouverner un pays uniquement sur un programme de moralisation de la vie politique et de la vie publique, ça ne suffisait pas et qu'ils n'avaient absolument pas l'expérience pour cela. Au Maroc, on est dans des choses un peu différentes, mais c'est vrai que c'est un mouvement, c'est un mouvement d'opinion et une véritable, comment je pourrais dire, en tout cas, qui renvoie en fait aussi à des valeurs conservatrices. Nous sommes dans des sociétés qui sont des sociétés très conservatrices. Tout le monde s'étonne, par exemple, qu'en Tunisie, que ce soit Kais Saied qui est arrivé premier au niveau des élections, mais parce que ça correspond très bien, on peut dire, au tempo de cette société-là, qu'on a vendue à l'étranger comme étant une société extrêmement cosmopolite, verte, les femmes tunisiennes, etc. Mais le féminisme tunisien ne représente par exemple que ses représentantes. Je veux dire, ce serait très très bien que ça puisse se décliner sur l'ensemble des thématiques féministes en Tunisie, mais ce n'est pas le cas du tout. Ça a été instrumentalisé idéologiquement de façon très forte. Là, pour l'instant, on est à la croisée des chemins. Et en Algérie, on vous dit, ah oui, mais si le régime tombe, c'est les islamistes qui vont revenir entre le couteau entre les dents, mais pas du tout. Alors, on est vraiment, c'est une temporalité particulière de l'Algérie dans les années 70-80, qui n'est absolument pas le prisme, cette lecture-là n'est absolument pas pertinente aujourd'hui. On a affaire à tout à fait autre chose. Bonjour. Alors, ma question, c'est pour M. Martin concernant les flux migratoires. Et je voulais savoir s'il y avait des statistiques par rapport aux interventions de l'agence Frontex en fonction justement des 3 points de passage. Sachant que ma vraie question, est-ce que les accords de l'Union européenne avec la Turquie d'un côté et le Maroc d'un côté pour sécuriser au maximum ces points de passage, finalement s'avèrent efficaces, surtout au vu de ce que ça coûte financièrement et géopolitiquement pour l'Europe? Est-ce que sachant que la situation de Libye est un peu particulière et là il faudrait vraiment déployer des efforts supplémentaires, est-ce que ces accords-là finalement s'avèrent fructueux pour la politique migratoire de l'Europe? Merci. Je répondrai oui aux 2 questions.
Oui, il y a des chiffres dans les rapports annuels de l'agence Frontex. Vous trouvez le détail du nombre de personnes interceptées. Et vous saurez, on ne sait plus trop, parce que Frontex a même écrit la distinction entre les deux types d'opérations différentes. Donc le type par voie maritime, parce que par opération, en fait. Une opération est déployée dans une des voies maritimes, donc vous arrivez à déduire en regardant les scores de l'opération quels sont les enjeux propres à la voie maritime. Donc ça, oui. Et l'autre réponse, je dirais oui aussi. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que la voie qui représente un problème le problème le plus important, c'est la voie de la Méditerranée centrale, précisément. Moi j'avais une question peut-être avant vous. José Martinetti, je suis enseignant-chercheur à Nice et je voulais poser une question sur les deux premières interventions à propos, si vous voulez, de la dimension identitaire et ethnique que vous avez un peu minorée, je trouve, aussi bien sur la Syrie que la Tunisie. Parce que je crois qu'il faudrait quand même remettre en avant de façon très forte l'idée quand même que la Syrie est une mosaïque aussi de peuples, de confessions, et qu'il y a quand même une très grande difficulté à créer une homogénéité politique et un statut national. C'est quand même un pays qui est sans arrêt remis en cause, qui n'a pas d'unité et qui est difficile à gérer dans la mesure où il n'y a pas d'émergence d'une majorité nationale, sinon peut-être les Arabes sunnites. Et encore, c'est quand même très difficile puisque vous savez que le président est un alawite, une minorité, spécialisée d'ailleurs par la France dans la manipulation des armes, ce qui explique d'ailleurs le fait qu'il se soit spécialisé comme une ethnie apte à assurer le pouvoir. Et la Tunisie est tout à fait différente justement, parce qu'au contraire elle est homogène, et que si peut-être le printemps arabe marche bien en Tunisie, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de minorité confessionnelle aussi affirmée que dans cette mosaïque syrienne. Voilà, c'était un peu une question et une remarque, si vous voulez, qui est aussi un peu une réponse à la question qu'a posée le professeur Granarolo tout à l'heure sur les voies totalitaires, qui sont peut-être aussi une solution pour donner du ciment à ces États qui ne sont pas des nations, malheureusement, sauf peut-être la Tunisie et le Maroc. Commencer par répondre. En fait, je me suis déjà posé cette question, et le problème, c'est que je veux bien, effectivement, j'ai dû aller vite. Je ne vais pas parler de la dimension alawite, qui est évidemment centrale, on ne peut rien comprendre à la politique syrienne sans évoquer ça, mais la Libye, elle est tout aussi homogène que la Tunisie, en termes ethniques et religieux. Ah, oui, mais la raison, alors, il y a un livre très intéressant qui a été publié dans les années 80 par Liza Anderson qui compare la Tunisie et la Libye. Et elle se pose la question, se dit, pourquoi ces pays qui ont des sociétés très similaires ont eu des trajectoires politiques si différentes? Sa réponse, c'est par rapport à l'histoire, grosso modo l'histoire coloniale. Et je pense que c'est l'histoire des institutions, en fait. C'est pas tel, je pense, son argument, la raison pour laquelle les tribus sont si fortes en Libye, c'est pas parce qu'elles sont fortes par essence, c'est parce qu'il n'y a pas d'État en Libye. Il y avait une administration ottomane, les Italiens sont venus, ils l'ont démolie complètement, ils ont emmené leur administration, ils sont partis, ils ont en retour ramené avec eux, ils n'ont rien laissé aux Libyens, et puis on l'a reconstruit en État avec de briques et de broc après le départ des Italiens. C'était pas le cas en Tunisie. La colonisation française s'est faite différemment et de manière plus respectueuse des institutions locales. Voilà une réponse. Si j'ai bien compris, en fait, c'est la diversité qui serait peut-être la cause des échecs. C'est un des éléments. Non, en fait, pardonnez-moi, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. La Tunisie, effectivement, vous avez raison, c'est un pays où le métissage est allé le plus loin. Donc, la question, par exemple, qui se pose en termes confessionnels, en termes linguistiques ou en termes religieux, comme ça pourrait se poser dans l'Algérie voisine, ne se pose absolument pas. Et puis, de toute façon, il y a eu tout un travail de réappropriation historique débloqué par, de toute façon, les Tunisiens, ils sont arabes, ils sont avant tout punis des Carthaginois, donc ils remontent à très très loin, ils font un peu comme les Égyptiens. Les Égyptiens sont arabes, ils sont descendants des pharaons, et d'ailleurs, quand on utilise en langue arabe, on dit « moi, je suis égyptien, je ne suis pas arabe ». En fait, ils font bien la différence par rapport à ça. Donc, le référentiel historique, voilà, il s'inscrit dans la très très longue durée, mais en fait, ce que les États indépendants de la rive sud de la Méditerranée ont fait de la diversité. Je veux dire, ils l'ont verrouillé, ils ont imposé un discours nationaliste homogène,
sur l'arabité, sur l'islamité. Ça a donné des résultats catastrophiques en Algérie parce que ça s'est fait dans la violence, ça s'est fait dans l'imposition. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui dans le mouvement citoyen, quand l'état-major revient et fait jouer la vieille antienne de la discorde, notamment entre berbères et arabes, ça ne marche plus du tout. Ça ne marche plus du tout. Et on découvre justement que peut-être que la pluralité, ça pourrait être une clé justement qui permettrait de comprendre notre Algérie. Donc moi je pense que c'est ce que les États ou les instances dirigeantes font de la diversité qui fait qu'on retrouve le même argumentaire. Vous savez, en Afrique, on dit les pays sont multiethniques, multireligieux, que c'est la cause justement de la violence et la cause de l'incapacité à ce qu'une nation se crée et se maintienne. Je pense que c'est le contraire. Il faut prendre le raisonnement à l'envers, je crois. Si on tente de vous faire une réponse à la problème, ce que vous essayez de faire, c'est que les trois paramètres qui sont constitutifs des dynamiques territoriales, par exemple les dynamiques politiques, il y a certes les problèmes ethniques ou les problèmes d'appartenance à des catégories identifiées d'une certaine manière, soit qu'elles soient localisées géographiquement, soit qu'elles appartiennent à ce qu'on appelle un dénominateur commun du point de vue idéologique, etc. Vous avez au moins deux autres paramètres qui, sans infirmer ce que vous dites, s'avèrent être complémentaires, en tout cas dans les explications qu'on a données. La première, c'est la géographie, et notamment à la fois la taille du territoire et son degré d'enclavité ou de désenclavité, enfin, désenclavement plutôt, ça serait plus français, le désenclavement finalement d'un territoire, c'est-à-dire par exemple les infrastructures, etc., etc., la mobilité, si vous préférez, finalement des personnes, qui sont des facteurs qui peuvent être déstabilisants du point de vue de la rapidité d'une réaction en tant que telle. Et bien évidemment, si le territoire est enclavé, bien évidemment, il peut y avoir une force circonscrite finalement à un domaine particulier, de manière territoriale et de manière temporelle. Et la seconde variable, brodélienne, c'est la variable institutionnelle. C'est-à-dire, est-ce que nous avons un pouvoir centralisé fort, par exemple, éventuellement coercitif ou pas? La Tunisie, quand on voit sa géographie, même si on a abandonné le sud pendant des années, plus pour des raisons économiques qu'autre chose, c'est quand même relativement facile d'encadrer des personnes, d'une certaine manière, et d'instaurer non pas un pouvoir militaire, mais un pouvoir policier. C'est pas qu'une subtilité, d'une certaine manière. Là, on est vraiment dans l'événementiel. La taille, c'est quand même fondamental. C'est la considération sur la décadence des Romains, c'est précisément le premier territoire, dans son couvert juridique. Et les satrapes de l'Empire perse, c'était aussi un problème finalement de réunification du territoire. Donc je pense que ça joue au moins autant que les différences ethniques qui peuvent être observées. Merci aux conférenciers pour ces éclairages qui sont très précieux pour comprendre la complexité. Alors moi, je voulais revenir sur cette crise migratoire et la responsabilité de l'Union européenne dans cette crise migratoire, et sur un point qui a été souligné, mais malheureusement pas suffisamment développé par notre collègue Jean-Christophe Tartin pendant un peu de temps, c'est la question à propos de la réglementation de Dublin en particulier. La question, non seulement, enfin, il me semble-t-il que cette migration, elle a révélé non seulement une crise dans la réglementation, et on voit bien qu'aujourd'hui il y a des débats par rapport à ça, mais elle a souligné aussi, il me semble que c'est ce que vous disiez vers la fin, que la réglementation juridique, ou la réglementation, en l'occurrence de Dublin, elle a provoqué elle-même une escalade dans la crise, par un effet de concentration dans des pays comme la Grèce, l'Italie, qui étaient déjà donc, au premier front, puisqu'ils accueillaient ces migrants. Et ensuite, il fallait qu'ils, par le jeu même de Dublin, de la réglementation de Dublin, accueillir les personnes qui étaient parties dans d'autres pays, mais qui étaient passées par eux. Et donc, la réglementation de Dublin stipulant que c'est bien le premier pays d'accueil européen qui est responsable. Et donc, il y a eu un redoublement et un effet de concentration par la réglementation. Est-ce que, voilà, c'est ce point-là que j'aurais souhaité vous voir développer. Oui, merci pour votre remarque qui me permet encore d'ajouter quelques éléments précieux. Le sujet est très vaste. Bon, tout d'abord, c'est de la sémantique, mais ça me tient à cœur. Je n'ai jamais dit que l'Union européenne était responsable de la crise migratoire. Pas de responsabilité de l'Union européenne dans la crise migratoire.
justement par le jeu de réglementation qui n'ont pas la crise migratoire, à partir du moment où elle a été aussi le fait du jeu même de la réglementation qui a été produit par l'Union européenne, le fait elle implique une forme de responsabilité de la part des États. Je suis en désaccord avec vous sur ce point-là, qui n'était néanmoins pas central dans votre analyse. Donc, je crois que quelle que soit la réglementation, les enjeux et les facteurs qui alimentent la crise migratoire sont externes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le jour où l'Italie arrête son opération humanitaire qui sauve 150 000 migrants en une année, ça coûte 9 millions d'euros par mois, l'Italie elle l'arrête en disant c'est trop coûteux pour nous, il y a une responsabilité politique. Quelle est l'incidence? Est-ce que ça a baissé le nombre de migrants qui traversent? Non. Alors qu'ils savaient qu'ils seraient secourus à un moment ou à un autre parce que cette opération était très efficace. Donc il faut vraiment déconnecter les mesures mises en œuvre ou pas par l'Union européenne avec la velléité de franchissement des frontières. Okay, bon, c'était un point connexe, mais c'était juste pour dire que moi personnellement, j'ai jamais dit que l'Union européenne est responsable de la crise migratoire. Alors, vous soulevez sur le fond une question qui est assez profonde, c'est celle de l'inadaptation de la réglementation. Là, pour le coup, je suis assez d'accord avec vous. Le fait est que la réglementation est adoptée à certains moments qui ne correspondent, et donc la réglementation ne correspond pas forcément au contexte qui se développe ensuite. Je veux dire par là que le meilleur exemple, pour moi, c'est cette obligation de sauvetage fixée par le droit international. 1982, Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, on fixe l'obligation de sauver des personnes en détresse en mer. On crée ensuite, dans la Convention SOLAS 74, un petit régime, puis un gros régime en 79 avec la Convention Search and Rescue. Quel est l'objectif? C'est de sauver des personnes qui sont vraiment en détresse en mer, mais parce qu'ils se trouvent en situation d'avarie. Bref, il y a un problème qui explique cette situation, mais dans le cadre de navigation ordinaire. Or, ici, on applique cette réglementation dans un contexte tout différent de celui dans lequel le régime a été fondé, celui de la migration de masse par voie maritime. Inadaptation, c'est pour ça que je commence avec ça, c'est un exemple pour moi qui est très parlant. C'est peut-être assez vrai aussi s'agissant ensuite des règlements dont l'Union européenne s'est dotée pour gérer, puisque c'est le verbe qui est utilisé par l'Union elle-même, ce genre de situation. Comment est-ce qu'on se répartit les migrants, etc. Là, clairement, c'est une question de choix politique qui est fait par les États. C'est validé par d'autres instances. Hein. Le législateur de l'Union, ce ne sont pas que les États, ce n'est pas que le Conseil, c'est aussi le Parlement européen. Et là encore, à un moment, le règlement Dublin numéro 3, l'adoption c'est 2013, c'est-à-dire avant les pics de la crise, qui est 2015. On était déjà conscient des enjeux, mais on ne pouvait pas encore mesurer, on n'avait pas encore mesuré l'impact. Ceci étant dit, l'anticipation existe dans le système Dublin, puisque comme je vous le disais, cette clause de souveraineté permet aussi la conclusion d'accords par les États qui peuvent déroger à l'application de Dublin s'ils le choisissent. Donc la clé, elle est simplement là, c'est que dans le régime Dublin, on fixe un cadre général. Vous lisez, vous verrez que les critères pour déterminer quel est l'État responsable de la prise en charge de la demande de protection internationale, eh bien ça dépend si le demandeur est migrant, quelles sont les relations familiales, est-ce qu'il y a un enjeu de regroupement familial, etc. Donc des sortes de situations, si vous voulez, ordinaires. Le règlement n'a pas été conçu pour faire face là non plus à la situation spécifique de la Méditerranée. Derrière, on a quand même créé une sorte de soupape de sécurité qui est cette possibilité pour les États de s'entendre sur l'application de mécanismes différents. Ce qu'ils font à l'heure actuelle, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, mais au cas par cas. Et au cas par cas, ça prend des jours ou des semaines, quand la décision est prise collectivement d'une répartition. Donc les accords, dans ce cas-là, les États, dans ce cas-là, signent un accord en disant « moi j'en prends 150 ». Vous voyez, et ce que je voulais ajouter, c'est que... Nous reparlerons déjeuner. Avec plaisir. Mais du coup, je trouve ça assez simple que les États se préoccupent de la création d'un mécanisme collectif solidaire. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon raisonnement, je regrette juste un petit peu que l'on parle à l'heure actuelle de 10 États membres qui montent cela ensemble, alors que nous serons bientôt 27 États membres dans l'Union européenne.
C'est pour ça que je parle de crise de la solidarité et de crise des valeurs dans l'Union. Merci, monsieur le censeur.